Bien, bien, je crois que le quart d'heure n'est pas tout à fait passé, mais de toute façon, cette réunion est enregistrée. Nous allons pouvoir commencer. Je vous propose de couper vos micros et de couper vos caméras, parce qu'on n'en a pas besoin pour l'instant, et d'accueillir tout de suite nos trois collègues facilitatrices qui vont vous présenter cette formation ce soir, cette atelier, c'est le Café des 10 ce soir. Alors tout d'abord, Johanna de Barbon, qui est facilitatrice des dyslexies et TDAH, elle est aussi animatrice de la formation pour les parents, formation dont nous aurons l'occasion de parler tout à l'heure. Deuxièmement, nous allons accueillir aussi Claire Parent, qui est aussi facilitatrice dyslexie et facilitatrice TDAH, et qui est une ancienne enseignante et qui est formée aux neurosciences. Et en troisième lieu, pour nous présenter les différents témoignages, Annie Pio, qui est aussi facilitatrice des dyslexies, facilitatrice TDAH et aussi facilitatrice des concepts pour la vie et sur l'autisme. Et Annie est également co-auteur du livre L'enfant 10 décrypté, qu'elle présentera peut-être un petit peu tout à l'heure. Voilà. Alors, sans plus attendre, je vous laisse la parole. Oui, alors bonsoir à tous. On est toutes les trois membres de l'association d'EDIS, qui est en fait l'association qui regroupe tous les facilitateurs d'EIVIS. Et le but de notre association, c'est de présenter, enfin de sensibiliser les personnes aux, aux troubles 10 et aux troubles de l'attention. Et donc, on propose régulièrement des présentations comme celle de ce soir, à la fois pour les personnes ayant un trouble ou leur famille, et puis les professionnels qui les accompagnent. Euh, donc ce soir, ce qu'on vous propose plus particulièrement, eh bien, c'est de plonger dans l'expérience d'une personne 10 ou ayant un trouble de l'attention au collège. En fait, on va vous proposer plusieurs témoignages. On a enregistré des parents, un ado et une enseignante qui vont pouvoir vous partager un peu ce qu'ils vivent. Et puis, ça va nous permettre ensemble de mieux comprendre le fonctionnement d'un ado 10 et aussi de peut-être pour vous découvrir certaines pistes pour une manière de les aider à grandir. Et, euh, et on aura en particulier un point sur les enjeux scolaires avec une enseignante qui a été interviewée à ce sujet. Pendant toute la durée du webinaire, vous pouvez poser vos questions dans le chat et on y répondra à la fin du webinaire. Voilà. Et maintenant, je passe la parole à Annie. Oui. Alors, bonsoir. Nous allons commencer par le témoignage de la maman de Vincent. Vincent est un enfant 10 qui a 11 ans lorsqu'il vient me voir. Aujourd'hui, il en a 14, il est en seconde. Et je vous laisse visionner la vidéo, on se retrouve après. Vincent donc est le dernier d'une fratrie de 8. Donc j'ai senti que c'était pas comme les autres, ça ne devenait pas fluide, c'était extrêmement haché, laborieux, l'association d'un son avec une lettre, la confusion des lettres qui souvent pour un enfant qui apprend à lire intervient à un moment donné de façon limitée, se prolongeait pour lui, ce qui n'était pas normal. Et tout était difficile. L'école, on sentait que à l'école, il était un petit peu perdu. Et associé à ça, c'est un enfant il avait toujours du mal à s'y retrouver parmi ses cahiers, son cartable. Il faisait beaucoup d'oublis. Il est entré en sixième, en pension. Et là, ça a été la catastrophe parce qu'il était seul et j'étais plus là pour l'accompagner en ses devoirs du soir. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu parler de la méthode Davis. À l'issue de ce stage, il y avait tout de même les mots à mettre en scène, en pâte à modeler. Il y avait un peu d'accompagnement personnel
à mettre en œuvre à la maison. Or, il était en pension, ce qui n'était pas vraiment adapté avec ce qui devait être poursuivi à la maison. Et donc, Vincent a changé d'école et j'étais présente le soir pour pouvoir l'aider. Et on a vu les progrès. D'abord, il s'est senti en confiance. Il avait plus confiance en lui. Il avait compris qu'on avait compris comment il fonctionnait. Et il avait surtout des ressources pour appréhender le temps scolaire, les temps d'apprentissage. C'était beaucoup plus facile pour lui. Alors qu'il était en grande difficulté, avec des résultats qui chutaient beaucoup, mais ce n'est pas encore le résultat, c'est surtout son manque de confiance en lui, et puis un début de phobie scolaire en sixième. Ses grands frères et sœurs, d'ailleurs, nous avaient alertés en disant « Faites quelque chose parce que Vincent ne va pas bien ». Et là, après Davis, on a senti un soulagement. Pour moi, ça a été aussi un soulagement. Enfin, on avait trouvé un accompagnement qui était adapté pour Vincent. On a abordé les apprentissages avec beaucoup plus de confiance. Moi, je me sentais sortie de l'impasse. Je pense que lui aussi. Et pour moi, Davis m'a fait découvrir comment fonctionnait Vincent. Je ne savais pas, parce que je n'ai pas ce fonctionnement-là, qu'on pouvait penser en images. Je ne savais pas que Vincent pensait en images. Et à partir de là, les conseils même que j'ai pu lui donner ou l'accompagnement qu'on a pu avoir à la maison prenaient en compte cette donnée, en fait. Confiante, très confiante parce que il a compris que c'était un talent. Il a compris que cette difficulté perdurerait, cette appréhension de l'écrit, notamment, hein, du texte et de l'écrit, du langage, pourrait perdurer, mais ne serait pas un obstacle à, je dirais, la réalisation de ses projets, de ses aspirations, ou même de ses rêves sur le plan professionnel. Il pratique beaucoup de théâtre et finalement, c'est une discipline qui aujourd'hui, il est en seconde, l'aide beaucoup, l'a aidé pour la mémorisation des textes et lui permet d'aborder la culture littéraire par un autre biais que par la lecture personnelle, qui reste toujours laborieuse. Voilà. Vincent ne serait pas en seconde aujourd'hui si on n'était pas allé faire le stage Davis. C'est clair pour moi. Voilà. Alors, au travers de ce témoignage, on voit l'importance pour un jeune dyslexique de comprendre comment il fonctionne, comment sa pensée fonctionne. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, ok, parce que je me vois pas à l'écran, donc voilà. Et c'est toujours une découverte pour l'enfant autant que pour le parent. On le voit dans ce témoignage. Et donc, qu'est-ce que la pensée en image? Sur cette illustration, on peut comprendre la pensée en image. L'illustration nous montre la différence entre un enfant, la petite fille qui est à droite, euh, qui est dyslexique, et son camarade sur la gauche. L'enfant 10 imagine la scène du problème. Et elle distribue les 12 biscuits à 4 personnes et elle compte le nombre de biscuits qu'elle a en main. Et sa réponse est 3. Elle l'écrit sur la feuille. Elle n'a absolument aucune conscience du processus qui l'a amené à trouver ce résultat. Tout s'est passé très rapidement dans sa tête et elle ne sait que ce résultat, 3. Son camarade, quant à lui, fait appel à la procédure qu'on lui a enseignée. Il comprend qu'il doit poser une division. Il pose la division sur sa feuille et sa réponse est 3. Il peut justifier sa réponse. Lui, il a une pensée en mots, une pensée linéaire, verbale. Voilà. Donc, savoir comment on fonctionne permet d'utiliser des stratégies efficaces. La maman de Vincent parle de nouvelles ressources.
Par exemple, les photos que vous avez à l'écran, on nous montre la photo du modelage d'un enfant pour mémoriser le mot derrière en anglais, hein, behind. Donc, il l'a d'abord maîtrisé en français pour être sûr que le modelage soit correct. Et ensuite, il peut l'écrire il l'écrit en anglais et il en fait l'image. Et donc, nous, on apprend pendant les stages à le faire en pâte à modeler. Ils peuvent aussi le faire par des dessins. Et pour se souvenir, l'enfant va pouvoir réactiver mentalement l'image de son modelage et restituer le sens et l'orthographe du mot. Donc, se confronter, enfin, la maman parle aussi de se confronter au texte par le théâtre, c'est le cas de Vincent, et ça permet à certains jeunes d'aborder la littérature par une voie détournée et finalement plus aisée. Un autre élément important de ce témoignage, c'est l'acceptation du fait que ce mode de fonctionnement, il perdure dans le temps. Et l'accès à l'écrit reste parfois peu aisé, mais ce qui change, c'est que ça n'est plus un lien pour avoir accès au savoir. Ça n'est plus un frein pour avoir accès au savoir. Et très souvent, les jeunes que nous rencontrons pour la toute première fois sont persuadés d'être nuls. C'est une idée qu'ils déconstruisent assez rapidement quand ils découvrent que leur compréhension passe par la mise en image. Les petits succès s'enchaînent et ils reprennent progressivement confiance en eux. L'attitude change souvent, on le voit assez facilement, nous, au cours des 30 heures de stage pendant lesquelles on travaille avec eux. À toi la parole, Johanna. Alors, maintenant, oui, bonsoir à toutes, puisque moi, j'ai pas encore dit bonsoir. Euh, voilà, maintenant, nous allons écouter le témoignage de Thibaut, qui a 13 ans, qui est en 5e actuellement, qui a été diagnostiqué TDA en début de primaire et traité depuis. Donc, en accord avec le médecin, la maman ne donnait le traitement que les jours de classe. Il n'avait pas de traitement les week-ends ni pendant les vacances scolaires. Et donc, c'est au cours d'une période sans traitement qu'il est venu faire le stage d'Evis. Voilà. Et vous allez entendre parler des outils de la méthode Davis pendant le témoignage de la maman. Ce sont des outils mentaux que je vous expliquerai après et qu'il s'approprie pendant le stage. Voilà, Patrick. À travailler plus rapidement, à être plus efficace. Avant, je prenais beaucoup plus de temps pour faire mes devoirs et maintenant, je suis plus rapide. Donc, je trouve que je suis un peu plus attentif. Ça change que les médicaments, parce que les médicaments, ça va à la tête. Les notes sont plus que satisfaisantes. Alors, bon, il y a des matières, ça reste très compliqué. Mais ça, je crois que ce sera compliqué de le corriger. Mais dans les matières où il était à l'aise, là, il peut vraiment s'épanouir et exprimer son potentiel. Sa gestion des émotions. Elle est beaucoup plus facile depuis qu'il y a la méthode. Déjà, on a découvert que Thibaut avait des effets indésirables du médicament qu'il n'avait pas exprimé avant. Donc ça a été vraiment une grosse découverte. Les maux de tête qu'il a exprimés. Et puis, il a aussi vite dit que ses récréations n'étaient pas normales, qu'il n'avait pas les relations avec les petits copains. Voilà, je pense qu'il se sentait un petit peu inhibé. Et très vite, en arrêtant le médicament, il a pu faire une différence. Donc ça a été vraiment une grosse découverte. Et après, par rapport à la méthode en elle-même, ce qu'on a découvert, c'est que c'était efficace, rapide et simple à mettre en place, et que du coup, on peut l'utiliser quel que soit le moment de la journée. Ce qui n'était absolument pas le cas du médicament, qui avait un temps d'efficacité limité. Pendant la vie scolaire, ça permis à Thibaut de mieux suivre ce qui se passe en classe. Et comme il a une plutôt bonne mémoire auditive, ça lui permet d'engranger les informations
Et du coup, ça nécessite moins de travail le soir, moins besoin de reprendre. Mais s'il y a un épisode de crise, on peut utiliser les outils pour le faire redescendre en pression de façon relativement efficace, alors qu'avant, on n'avait pas d'outils du tout. Il fallait attendre que ça se passe, ça pouvait prendre du temps. Je sais que déjà, par exemple, pour travailler, il faut qu'il ait un bureau qui soit complètement clean, dégagé, que voilà, qu'effectivement, il va vite se disperser. Maintenant, je repère plus facilement les moments où il décroche, le moment où il se désoriente. Et donc, je peux lui demander de se réorienter, de remettre en place ses outils, si j'estime qu'il a besoin d'une attention spécifique à ce moment-là. Bah, je trouve qu'on est plus confiant en l'avenir pour Thibaut. Voilà, parce que là, du coup, il déploie, je trouve, son potentiel. Donc voilà, on avance, il y a encore du travail, hein, mais on avance et puis voilà, il est plus à l'aise pour s'exprimer là où il est fort, là où il a des facilités, alors qu'avant c'était plus compliqué, enfin toutes les matières peinaient. Qu'il faut pas hésiter. Il faut pas hésiter. Bon, c'est quand même un engagement financier. Enfin voilà, on dit le temps c'est de l'argent, mais voilà, quelque part, l'investissement vaut vraiment la chandelle. Et surtout que les résultats sont arrivés vraiment très très vite, hein. Donc ça, c'est vraiment encourageant. Et puis, ouais, ça donne des outils simples et concrets pour à la fois les enfants, à la fois les parents. Et, euh, et puis sans médicaments, donc sans effets secondaires. Ou dès que j'ai des parents qui parlent de difficultés, je leur parle de la méthode, des effets positifs que ça a eu sur Thibaut et puis sur nous. Parce qu'on en est convaincu, voilà, on le vit au quotidien et non, il faut au moins faire une séance de découverte, de prise de connaissance, parce que finalement c'est assez bluffant et puis nous aussi en tant que parents, on se découvre aussi avec la méthode, donc ça aussi c'est intéressant. Voilà. Alors, d'abord, quelques petites explications sur les TDA. Euh, la définition de TDA, c'est trouble déficitaire de l'attention. Et pour nous, ça n'est pas un déficit, c'est qu'en fait, ces enfants sont attentifs à tout ce qui les entoure. Ils sont attentifs à beaucoup de choses à la fois. Et donc, on va leur donner des outils pour pour s'autoréguler. Voilà, un outil pour gérer leur stress, parce qu'ils ont souvent peur d'être pris en défaut, d'être grondés. Un autre outil pour gérer leur énergie, parce que surtout les TDA, ils ont souvent beaucoup d'énergie et euh, elle n'est pas adaptée à l'école, par exemple, où il faut rester assis quasiment immobile. Et puis surtout, on leur donne un outil de focalisation euh, pour qu'ils puissent être attentifs à un seul sujet à la fois. Cet outil, c'est comme un interrupteur, voilà, qu'ils peuvent allumer et éteindre pour pouvoir être attentifs quand il y a besoin. Voilà. Euh, vous l'avez entendu, ces trois outils permettent aussi de gérer les émotions et de comprendre, comme ils comprennent leur fonctionnement, ils comprennent pourquoi ces émotions arrivent aussi de façon très abrupte, parfois très rapide. Euh, et donc, comme l'a dit la mère, voilà, c'est permettre de déployer son potentiel parce qu'en fait, il y a des améliorations de l'attention en classe, mais aussi à la maison. Elle le disait le soir après le travail. Avant, elle n'arrivait plus à le faire travailler. Maintenant, elle y arrive. Ça leur permet de s'ajuster par rapport aux enseignants parce que c'est pas toujours facile, mais aussi par rapport aux copains et parfois même de se faire des copains parce que le comportement des TDA fait que certains n'ont pas de copains. Voilà. Ça permet aussi un endormissement plus facile le soir parce que ce sont des enfants qui ont du mal à s'endormir. Donc, on a dit de la gestion des émotions et puis dans le cas de Thibaut, d'arrêter le traitement puisque ça fait 8 mois qu'il a fait le stage. Voilà, je crois qu'on l'a pas très bien entendu au début. Il parlait très vite. Voilà. Eh bien, c'est pour la suite maintenant à Claire.
Ah si, j'ai oublié, pardon. Ça permet, comme l'a dit Lorraine, ça permet de comprendre le fonctionnement de son enfant et donc de s'y adapter. Voilà. Et en déployant son potentiel pour les TDA, mais aussi comme pour les dyslexiques, parce qu'on va de réussite en réussite, d'abord pendant le stage, et puis après, ça continue. Ce qui augmente leur confiance en soi et qui génère des changements positifs. Voilà. Claire, à toi. Donc là, vous allez écouter le témoignage de la maman d'Éloi. Éloi, il est entré en sixième cette année et en fait, il a fait un stage pour son année en CM2 parce que là, justement, la maman avait envie qu'il puisse passer facilement ce cap de l'entrée au collège parce que étant multidis, il y avait beaucoup de choses qui étaient compliquées pour lui. Enfin, voilà, je laisse la maman d'Éloi vous présenter son témoignage. Pour Éloi, c'est un petit peu particulier puisqu'il a fait son CP au moment du Covid. Donc, pendant les confinements, je l'ai récupéré à la maison. Et en fait, quand il est arrivé en CE1, il avait une maîtresse le soir de sa première journée de CE1 qui me dit « Madame, je voudrais un bilan orthophonique pour Éloi ». Il s'est avéré qu'il avait une bien grosse dyslexie, dysorthographie, dysgraphie. Et donc, Éloi, tout de suite en classe, ils ont mis en place ce qu'il fallait pour le soulager. L'école a vite demandé à faire, avec les bilans orthophoniques, à faire un dossier MDPH pour qu'il puisse bénéficier d'un ordinateur. Sur le coup, c'était l'outil idéal. Il dictait à l'ordinateur, il tapait à l'ordinateur. On sentait que tout était compliqué pour lui, compliqué à vivre. Et puis après, au quotidien, dans la maison, la dyslexie, elle a un impact. Il ne se comprenait pas, nous, on avait du mal à le comprendre. On voyait bien qu'il était différent. On voyait bien que il faisait pas les choses comme les autres. Il se développait pas comme les autres, mais que ça soit au scolaire ou dans le reste. Donc, on a fini par se tourner vers Davis. Il arrive à s'organiser tout seul, à faire son cartable tout seul, à écrire dans son agenda tout seul, sans se tromper de date, sans voilà, en mettant correctement tout, hein, sans en oublier, parce que ça, on l'avait très souvent. Il arrive à se concentrer. Ses relations se sont améliorées. Donc, il a pris confiance en lui aussi, parce qu'il se sentait plus, il vivait plus les choses différemment des autres. L'avantage de Davis et Éloi nous le prouve, c'est que quand il était désorienté, il savait pas quoi faire. Il savait pas comment se revenir dans la réalité. Et là, comme il utilise les outils, il revient dans la réalité et il se retrouve comme un enfant lambda. Et donc, quand on est dans la réalité, c'est beaucoup plus facile de communiquer avec les autres, de comprendre ce qui se passe et de ressentir les choses dans le réel, dans le vrai. Et l'avantage de Davis, c'est comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de matériel. Donc, en fait, l'enfant, il pourra l'utiliser à tout moment et toute sa vie. Et il aura, en fait, oui, c'est un moment à passer. Oui, c'est de l'investissement. Oui, mais en même temps, ça resserre les liens avec son enfant. Parce qu'on est encore plus proche, parce qu'on le connaît encore un peu plus, parce que on le découvre toujours un peu plus, et voilà. Et en même temps, on voit les progrès avec lui. Donc, c'est très chouette. Dans le cas d'Éloi, qui est multidis, c'est ce qui arrive souvent en fait, c'est que c'est compliqué pour les multidis de comprendre le monde qui les entoure. En fait, ils vivent souvent des périodes depuis la petite enfance
des périodes de désorientation, en fait, quand on dit que on a notre enfant qui est dans la lune, par exemple. Et en fait, c'est dans la petite enfance, c'est des phases où ils apprennent plein de leçons de vie comme le lien, la relation de cause à effet, la notion de temps, la notion de choses qui se passent les unes après les autres dans une séquence. Et ça, en fait, comme ils sont beaucoup dans la lune, c'est des choses qui leur échappent. Et arriver à l'âge plus grand, comme Éloi, à l'école primaire ou au collège, en fait, ces notions-là, ils ne les comprennent pas. Et en fait, leur conception du monde, leur relation aux autres, elles sont compliquées. Donc, l'idée, en fait, c'est de les aider en leur apprenant déjà ces outils d'autorégulation, pardon, dont a parlé Johanna, pour s'ancrer dans la réalité, en fait, d'être plus attentif, d'être en capacité, du coup, de voir le monde tel qu'il est réellement et pas juste tel qu'ils l'imaginent dans leur tête. Et puis, donc, grâce aux outils d'autorégulation, après, on peut entrer dans découvrir en fait ces notions de lien de cause à effet, par exemple, ou de temps qui vont permettre après de développer une autonomie dans l'apprentissage de gérer son cartable. On sait bien que c'est des enfants, souvent c'est compliqué pour eux les consignes successives, faire des choses, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Et en fait, en travaillant ce que c'est qu'une séquence, en fait, le jeune, il va être capable de pouvoir créer lui-même sa séquence qui va lui permettre de réaliser plusieurs tâches successives. Le brossage de dents, le coucher du soir, etc. Ben, ça leur permet de prendre une autonomie là-dessus et de plus avoir le parent qui est toujours derrière à redonner les étapes. Et c'est aussi euh, dans la gestion du temps, quand la maman parle de savoir s'organiser dans son agenda, en fait, en travaillant cette notion du temps, bah, ça permet aussi à l'adolescent, du coup, d'être en capacité de plus planifier les tâches et de se repérer pour son travail, savoir ce qu'il a à faire au jour le jour. Euh, et puis, en fait, là, c'est au niveau des outils d'autorégulation. La maman, à la fin, explique que son fils n'a plus besoin enfin, n'a plus besoin de matériel. En fait, c'est que maintenant, il arrive à écrire à son rythme. Ça reste difficile, mais avant, il faisait tout avec l'ordinateur. Et maintenant, en fait, par exemple, les leçons dans l'agenda, il peut les écrire. Et donc, pour ça, ça lui a permis d'être libéré du matériel euh, euh, à tout prix, en fait. Il peut utiliser son ordinateur qui lui facilite la vie, mais il peut aussi maintenant écrire par lui-même quand il en a besoin. Euh, et puis, enfin, c'est l'amélioration des relations à l'autre. Euh, Grâce aux outils d'autorégulation où il arrive à être dans le réel, eh bien, il peut mieux comprendre, grâce au travail sur la relation de cause à effet, qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce que l'autre a fait, qu'est-ce que lui-même a fait, et qu'est-ce que ça produit en fait comme effet. Alors, quand c'est un effet négatif, il peut réaliser que, ah oui, mais si je faisais autrement ou si je demandais à l'autre de faire autrement, on pourrait arriver à une solution qui me convienne. Et du coup, ça permet d'apaiser les relations à la fois au sein de la famille et puis dans les amis et aussi avec les enseignants. Voilà, donc tous ces éléments, en fait, ça permet à l'adolescent multidis de pouvoir trouver sa place plus facilement au collège, à la fois avec les enseignants, les amis et au sein de sa famille. Voilà, et maintenant je repasse la parole à Annie, qui va nous parler du témoignage de l'enseignante. À mesure où j'ai Oui. compris. Alors, je vais juste vous présenter. Donc, vous allez revoir à nouveau Anne, qui est maman d'un enfant 10, mais qui se trouve aussi être enseignante en collège. Et donc, c'est maintenant, ça va être le témoignage d'Anne en tant que professeure. Elle a fait le stage il y a maintenant quelques années, puisque son enfant est en sixième, il est aujourd'hui en seconde. Et elle va pouvoir nous expliquer ce qu'elle a mis en place suite au stage dans ses classes. À mesure où j'ai compris que certaines personnes pensaient en images, ce qui n'était pas mon cas,
j'ai essayé de me mettre à leur place de mes élèves aussi, me dire mais comment eux entendent-ils et comprennent-ils ce que je peux leur présenter. De repérer plus vite et de comprendre mieux ce trouble chez mes élèves. Je les repère par leur appréhension de l'écrit, de la lecture, pas toujours, mais surtout prestations écrites. Alors les dictées, c'est flagrant, avec les confusions de lettres, difficultés à accorder, à mémoriser l'orthographe lexicale, c'est évident. Et puis, souvent, c'est associé à ordonner ses affaires, ses cahiers, des cahiers qui ne sont pas toujours très propres, pas toujours très, très, très bien présentés aussi. Et surtout la dictée et la rédaction. Et parfois, en récitation de poésie, modifier le texte en substituant des mots de sens proche. Fait également pour certains, alors peut-être plus chez les petits garçons, quand je parle, quand j'explique, etc., assez vite, ils prennent un crayon et ils dessinent, ils vont crayonner, dessiner. Et quand je me penche sur leur production, c'est souvent du dessin en 3D. Je fais attention aussi à ces temps où l'enfant est seul dans son imaginaire et voilà. Laisse libre cours justement à cette pensée en image en fait. Pour le collège, je travaille beaucoup la grammaire avec eux parce que je trouve que cela va servir l'élaboration du raisonnement, de la logique et en même temps servir l'accès au sens dans les textes plus complexes qu'ils vont avoir à aborder en fin de collège, voire au lycée. Le brevet est un défi et il est bon que ces enfants-là soient accompagnés jusqu'au bout et puissent passer le brevet dans de bonnes conditions. Pour moi, le tiers-temps est indispensable pour chaque enfant qui présente des caractéristiques 10. L'enfant ne va pas cumuler un manque de confiance, une dépréciation de soi, etc. Si dès la 6e, au moment où son horizon s'ouvre avec plusieurs professeurs, des disciplines variées au cours de la journée, des interlocuteurs variés, au moment où son univers s'enrichit mais en même temps devient plus complexe, il est bon que Davis apporte une sécurité en fait et permette à l'enfant d'avoir des ressources personnelles pour les défis du collège. Voilà. J'essaie de passer toujours, d'avoir à un certain moment dans mon cours un truchement par l'image ou par des histoires, voilà, par image, et ça peut permettre à des enfants 10 de mettre en image en eux-mêmes la notion que je suis en train de présenter. L'enseignement de la grammaire pour les enfants 10 passe par du dessin le plus possible en 3D au tableau, c'est-à-dire que je vais mettre en scène l'analyse des propositions, l'analyse grammaticale, donc les natures et fonctions des mots. Je dessine au tableau. Alors, j'essaie d'imaginer à chaque fois. Et depuis que je travaille de cette façon-là, j'ai de mes bien meilleurs résultats. C'est-à-dire que les enfants qui ont des caractéristiques 10 s'y retrouvent, en fait. Et je les encourage eux-mêmes à, lorsqu'ils revoient une notion, crayonner à côté un dessin qu'ils peuvent me faire contrôler. Je pense notamment à une classe là qui se retrouve, parce que je fais 6e et 5e, qui se retrouve en 4e et la grammaire, c'est vraiment acquis pour tout le monde. Beaucoup plus à l'aise avec ces enfants-là, je me sens munie quand même de certaines ressources pour les aider. D'abord les rassurer les parents. Il faut déjà comprendre comment l'enfant fonctionne, comment le cerveau de ces enfants-là fonctionne. Et je pense que la plupart des enseignants ont un fonctionnement, je dirais, classique, c'est-à-dire qu'on ne pense pas en images.
Et pour la plupart des enseignants, le langage est l'accès au sens et l'accès à l'apprentissage. C'est la voie d'accès principale, la voie d'accès dominante. Donc, on ne peut pas imaginer que chez certaines personnes, l'accès au sens, l'accès à la découverte du monde, l'accès aux apprentissages passe par un autre mode. Le dire, à mon sens, suffit à peine. Moi, j'ai eu, entre guillemets, la chance, par les difficultés de mon enfant, de comprendre le fonctionnement des enfants 10. Nos modes opératoires dans notre enseignement et notre manière de penser l'enseignement ne prend pas en compte les spécificités de ces enfants-là. Toujours pas. Voilà. Il faut s'y intéresser et puis développer autant qu'on peut des pratiques qui peuvent permettre à ces enfants-là de comprendre les notions qu'on leur dispense par des truchements ou un autre mode de présentation. Un enfant 10, c'est un enfant qui souffre, mais c'est aussi une famille qui souffre, c'est-à-dire des parents qui voient leur enfant en difficulté, qui n'ont pas les moyens, les ressources, qui ne comprennent pas vraiment comment leur enfant fonctionne. Et moi, je pense que toute cette souffrance-là, elle est souffrance de l'enfant, souffrance des parents, souffrance de la famille, elle peut considérablement être soulagée, voire même disparaître quand on passe par des vices. C'est ce que je vois chez les enfants qui sont allés en stage des vices dans mes classes. N'est pas du tout aussi écrasé en classe, n'est plus dans la souffrance en général dans les classes. Et cette souffrance a besoin d'être prise en compte. Voilà. Et chez Davis, elle est prise en compte. Et en général, elle disparaît. Donc Anne enseigne le français en 6e, 5e et le latin également jusqu'en seconde. Et ce qu'elle nous montre, c'est que les enseignants sont très souvent démunis face aux élèves en difficulté. C'est ce que la plupart des élèves, des parents, enfin, les parents se rendent bien compte de ce problème, souvent en discutant avec les enseignants. Et comme le dit Anne, la plupart des enseignants pensent avec des mots. Et ils ne peuvent pas imaginer que les mots ne suffisent pas aux enfants 10. Donc ces enfants ont besoin de dessins, d'histoires, de schémas, de mimes ou de vivre des expériences avec leur corps pour comprendre. Et en comprenant en détail ce fonctionnement spécifique, le repérage des élèves 10 devient plus rapide. Il peut y avoir, comme le dit Anne, il y a les confusions de lettres qui sont faciles à repérer, les confusions de sens, les substitutions de mots, l'orthographe qui est difficile à mémoriser, et les dessins en 3D qui sont crayonnés par les enfants lors des explications. Mais il y a aussi les rédactions qui doivent être lues par les enseignants à voix haute pour comprendre ce que l'élève décrit, parce que souvent la description, c'est tout un monde qui est sorti de l'imaginaire de l'enfant ou du jeune. L'organisation est également souvent assez compliquée. Et la lecture, comme le signale Anne, n'est pas toujours un élément révélateur. Et nous, lorsqu'on reçoit certains enfants, on le constate, on le constate parfois. Certains élèves semblent lisent avec facilité, assez bien. Et lorsqu'on s'intéresse au sens, parfois, c'est autre chose. Et donc, lorsque cette maman est sortie du stage, je me souviens qu'elle m'avait dit ah, j'ai découvert un monde, je sais que je n'enseignerai plus jamais de la même façon, même si aujourd'hui, je ne sais pas vraiment comment je vais pouvoir faire. Donc, il lui a fallu du temps pour s'adapter, pour adapter ses pratiques, ses supports aux élèves 10. Et aujourd'hui, elle fait ce qu'elle peut. Donc, elle comprend leur singularité. Et déjà, comprendre comment un enfant fonctionne, c'est rassurant pour l'élève de se sentir compris. Et elle propose systématiquement, en plus de ses explications, et elle l'explique au début de l'année à ses classes, elle explique que chaque enfant peut fonctionner différemment et qu'il y aura une explication pour chacun.
Donc, pour les 10, elle met en scène par le dessin ou par une histoire, comme elle l'a expliqué, ce qui permet à l'enfant de faire ses propres images. Et puis, elle les encourage aussi à dessiner leurs leçons et pour pouvoir se les approprier. C'est un petit peu le travail que l'on fait aussi, nous, avec la pâte à modeler, hein, lorsqu'on travaille avec les enfants. Et elle se propose de vérifier leurs dessins s'ils en ont besoin. Et alors, pour les enseignants qui sont présents ce soir, euh, on leur conseille vivement 3 livres qui ont été écrits par 2 collègues enseignantes pour adapter leur pratique aux élèves 10. Donc, vous les voyez à l'écran. Et il y a Le calcul pour tous. C'est un livre qui vient juste de sortir, qui est vraiment tout récent. Les bases du calcul. On aura d'ailleurs un nouveau Café 10 en janvier pour vous le présenter. Les autrices vous le présenteront. La dysorthographie, grammaire de base, comment faire de la grammaire avec la pâte à modeler. L'enseignante qui vient de témoigner s'en est beaucoup inspirée. Alors, elle ne peut pas faire de pâte à modeler dans sa classe, hein, c'est compliqué, mais ça lui a permis de comprendre comment présenter les choses plus facilement pour ses élèves. Et puis peut-être pour les peut-être plus pour le primaire ou pour les enfants qui ont de grandes difficultés, c'est la lecture pour tous, hein, avec surtout l'apprentissage des sons avec la pâte à modeler. Voilà. Et, euh, et chaque facilitant peut aussi intervenir ou est amené à intervenir dans les écoles pour des actions de sensibilisation aux troubles 10, euh, que ce soit en collège et puis également dans les CFA, ça nous arrive. Voilà. Et donc, le collégien a de nouveaux défis également. On parle ce soir du collège. Il est confronté à un environnement qui progressivement est de plus en plus complexe. Il y a de plus en plus de matières, il y a des professeurs multiples. Les apprentissages sont également plus complexes. Et la maîtrise des mots est le véritable enjeu pour les enfants 10 pour comprendre les textes, mais pas seulement en français, hein. Les énoncés pour pouvoir élaborer un raisonnement, une logique dans toutes les matières. Le défi du collège, c'est le brevet, comme le dit Anne, l'enseignante, et ça se prépare dès la 6e. Donc, peut-être pour finir sur ce témoignage, les enfants 10 fonctionnent différemment, ils se sentent différents, et cette différence est souvent douloureuse à vivre, et se sentir compris par un enseignant avec des supports qui sont adaptés et qui vont lui permettre de comprendre, eh bien, c'est lui donner aussi la possibilité de vivre des succès et puis surtout de préserver sa confiance en lui. Et on sait combien c'est important et surtout au collège. L'élève 10 peut devenir, à partir du moment où il comprend et où il progresse, il peut devenir acteur de ses apprentissages. Et comme le dit cette enseignante, l'enfant n'est plus aussi écrasé, hein, dans les classes. Voilà, je passe la parole. Donc, en conclusion, les stages permettent de comprendre, de se comprendre, d'identifier ses besoins parce que chaque enfant est différent et donc ils n'ont pas tous les mêmes besoins. On leur donne l'occasion de déployer des stratégies pour déployer leur potentiel, que ça soit à l'école, mais aussi à la maison, avec les camarades. Ils vivent des réussites qui font que leur confiance en eux augmente à chaque fois qu'il y a une réussite. Et puis, ça permet aussi de préserver une bonne relation avec son enfant parce que souvent, comme on ne comprend pas son enfant, on a l'impression parfois qu'il fait même exprès de ne pas comprendre.
Et en fait, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment qu'ils ne comprennent pas. Et donc, quand on comprend comment ils fonctionnent, eh bien, on retrouve un contact, on retrouve des relations plus apaisées avec son enfant. Voilà. Ou avec ses élèves pour les enseignantes, parce qu'elles comprennent mieux. Nous vous proposons régulièrement, comme l'a dit Claire au début, des cafés des 10. Et donc le prochain sera le jeudi 29 janvier, à l'occasion de la sortie du livre de nos collègues, donc Claudine Kerja, qui est professeure de mathématiques, en plus d'être facilitatrice d'EVIS. Le 24 mars, nous aurons donc le troisième épisode de l'expérience 10, et là, ce sera en période d'examen. Et puis le 28 mai, le dernier épisode sur l'expérience 10 dans le parcours professionnel, parce que la dyslexie ne s'arrête pas avec le baccalauréat. J'ai eu un jeune de 25 ans qui est venu me trouver en me disant « Moi, je croyais que la dyslexie, ça s'arrêtait avec le baccalauréat. » Eh bien non, ça continue après. Donc voilà, comment ils peuvent trouver leur place dans le monde du travail avec leurs difficultés, mais aussi leurs dons et leur façon de voir les choses autrement, qui en font des atouts pour les entreprises. Alors, avec Patrick, nous proposons des formations pour les parents qui ont lieu le plus souvent le soir, soit à 19h, soit à 20h. Donc là, vous avez les prochaines dates. N'hésitez pas à vous inscrire ou à poser des questions tout à l'heure si vous le souhaitez. Ces formations, on en fait 2 à 3 par an. Voilà, je peux en faire en journée si j'ai de la demande. Pendant ces formations, on permet aux parents de comprendre. On met les parents en situation des petits jeux, des petits tests pour qu'ils comprennent ce que vivent leurs enfants, et on leur propose des solutions pour déjà avancer avec leurs enfants et faire des changements dès cette formation. Voilà, si vous avez des Excuse-moi, je te coupe. C'est aussi la formation, elle est intéressante pour tous les adultes qui accompagnent des jeunes qui ont des troubles 10 ou des troubles de l'attention. Ce n'est pas réservé qu'aux parents, c'est réservé aussi à toutes par exemple, les enseignants, les AESH, etc., qui peuvent avoir du mal parfois à comprendre. Là, comme elle témoignait, elle a eu besoin d'avoir une formation spécifique. Et cette proposition, elle permet aussi à toutes ces personnes-là de mieux comprendre notamment la pensée en images et différents outils qui peuvent aider en classe les adolescents. Cette formation, c'est sans les enfants ou avec les Oui, enfants? non, c'est sans les enfants, mais vous auriez des petits exercices à faire avec vos enfants après. Mais à 20h, voilà, 20h, 22h, c'est plutôt pour les parents, même à 19h. Johanna, Effectivement, comme dit Claire, moi, à chaque fois, j'ai 1 ou 2 enseignants en plus. J'ai eu aussi une AESH, voilà, qui est pour des personnes qui cherchent à comprendre. Dès qu'une personne cherche à comprendre comment ça fonctionne. Oui, Carole. Je voulais savoir si tu pouvais expliquer le titre de ce stage. White c'est parce que Tyrannosaurus et pas si. oui, pourquoi Tyrannosaure n'est pas si? C'est parce que notre collègue qui a écrit le livre a été confronté à une maman qui lui a dit: je ne sais pas pourquoi mon fils arrive à écrire tyrannosaure, parce qu'il avait une image, mais pas le mot si, parce qu'en fait, il n'avait pas d'image pour si. Voilà. Donc, si on prend toujours, si vous avez des sujets qui vous intéresseraient qu'on traite, donc pas pour cette année, mais pour l'année prochaine, vous pouvez nous les noter dans le chat ou nous le faire savoir là tout de suite, de vive voix.
Et puis vous pouvez nous contacter par le site d'Edis ou aller le visiter si ça n'est pas encore fait. Voilà. J'ai une Vous question pour trouverez la des méthode ressources, d'Edis. vous trouverez les livres, vous trouverez une petite vidéo qui explique aussi la pensée en images. Enfin, voilà, vous trouverez différentes choses. La méthode Davis, dans votre connexion, là, il y avait marqué que c'était pour les adolescents, votre intervention de ce soir. À partir de quel Oui. âge elle peut s'appliquer avec un enfant? Alors, le premier webinaire, ça c'est le deuxième. Le premier webinaire était pour le primaire. Dès le CP, CE1, on peut. Alors, le CP, c'est souvent en fait, c'est souvent à partir du CE1. Avant, c'est des parents qui ont déjà eu des enfants 10 et qui se rendent compte qu'il y a un enfant là qui a un peu le même fonctionnement dès le CP et donc qui veulent s'assurer que leur enfant va bien rentrer dans les apprentissages. Mais sinon, c'est à partir du CE1. Voilà. Donc, vous avez sur vos écrans les livres écrits par les facilitatrices françaises et puis les deux livres, Le don de dyslexie et Le don d'apprendre, qui ont été écrits par Ronald Davis. Voilà, qui sont un peu notre Bible, si j'ose dire. Voilà. Merci à tous d'être venus ce soir pour nous écouter et vous pouvez retrouver sur notre site du coup les informations qu'on vous a communiquées et vous recevrez aussi le lien du replay si vous voulez réécouter certaines parties du webinaire de ce soir. Et également, avec ce lien de replay, si vous voulez le transférer, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément pu venir ou qui n'étaient pas au courant et qui ont peut-être envie d'en savoir plus. Et surtout, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes tous ravis de répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Bonsoir. Bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir.